Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Bienvenue à cette première édition 2024 du Bulletin des régions, une émission qui est produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Au sommaire, pour vous, cette semaine, à Deschambault-Grondines, la municipalité agit comme promoteur immobilier pour favoriser l'accès à la propriété pour les jeunes familles. Tourisme Charlevoix reprend le flambeau pour développer la route des saveurs de Charlevoix. À Saint-Philémon, le Parc du Massif du Sud développe son offre d'hébergement et d'activités 4 saisons. En Gaspésie, on répond à la fameuse question du bac de recyclage, question que tous se posent. Est-ce que ça se recycle, ça, ou pas? À Lac-aux-Saumons, la télévision communautaire de la Matapédia présente le 10 février prochain son spectacle annuel « Ceci n'est pas un bye-bye ». À Percé, le 9 décembre dernier, les sauceurs ont fait toute une saucette au profit de l'opération Enfant Soleil. Mais pour commencer, on va se rendre à East Broughton, où on entreprend la caractérisation des sols de l'ancienne mine d'amiante Frontenac, qui est abandonnée depuis 1958, et ce, afin de permettre sa réhabilitation. On rejoint Nelson Fecteau et l'équipe de TVC-RA. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. La semaine dernière, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, au nom de Mme Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie et de la Madeleine, a fait l'annonce du projet retenu pour la réalisation d'une étude de caractérisation d'un ancien site minier d'amiante en vue de sa restauration. L'entreprise Les Sables Olimag de Thetford Mines s'est vue octroyer une aide financière et technique maximale de l'ordre de 6 millions de dollars sur 2 ans pour caractériser le site minier Frontenac situé à East Broughton. TVC-RA était sur place. Voici le reportage que nous a préparé notre équipe. Quant aux initiatives de restauration de sites miniers contenant de l'amiante. C'est un enjeu qui me tient vraiment très à cœur. Je suis donc fière d'annoncer l'octroi d'une aide financière et technique maximale de 6 millions de dollars sur 2 ans à l'entreprise Les Sables Olimag pour réaliser une étude de caractérisation sur l'ancien site minier Frontenac. Il s'agit du site minier d'amiante qui a été en opération de la fin du 19e siècle jusqu'en 1958. Le site du projet couvre une superficie considérable de près de 20 hectares, soit 45 terrains de football. À la suite de l'appel de projet lancé en mars 2023, ici même, par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, l'entreprise a proposé le site Frontenac, situé sur le territoire d'East Broughton, à titre de projet pilote de caractérisation en vue d'établir un scénario de restauration de site. J'avais d'ailleurs, à l'époque, annoncé le lancement de cet appel de projet avec la ministre. Pour faire un bref rappel, ce projet pilote découle d'une mesure du plan d'action 2022-2025. Le projet s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'accroître l'expertise quant à la restauration des anciens sites miniers d'amiante. Plus concrètement, en restaurant ces sites, on vise la réduction des effets sur la santé humaine et sur l'environnement, ainsi que la sécurisation des lieux, tout en favorisant le développement économique régional.
C'est donc dire à quel point ces travaux sont importants pour toutes les régions amiantifères du Québec. Les études de caractérisation géotechnique et environnementale représentent les étapes préalables à la restauration d'un site minier. Elles consistent à obtenir une connaissance des propriétés géochimiques et géotechniques des résidus miniers, ainsi qu'à évaluer et localiser les contaminants dans l'eau et le sol. Ce travail se fait en prélevant des matériaux par forage et en échantillonnage sur le site et en effectuant des analyses de tests en laboratoire. Il sera donc possible de connaître la stabilité des algues et d'évaluer la nature, l'étendue et l'intensité de la possible contamination. Autrement dit, avant de parler de restauration minière, il est primordial de connaître l'état du site à restaurer et de le caractériser. Les travaux des études de caractérisation devraient donc débuter cet hiver pour se terminer en 2025. Le projet de caractérisation du site minier Frontenac, soutenu par le gouvernement du Québec, est un pas de plus pour le secteur minier en Chaudière-Appalaches, car il démontre la proactivité de ces entreprises, telles que les Sables-Limag, en matière d'aménagement durable et sécuritaire des anciennes mines. La région contribuera directement à développer les connaissances techniques et des solutions aux problèmes de la restauration des anciens sites miniers d'amiante et de résidus amiantés. À terme, le gouvernement du Québec sera mieux outillé pour soutenir la restauration d'anciens sites miniers comportant de l'amiante. En terminant, je souhaite féliciter l'entreprise Les Sables-Limag pour son initiative qui témoigne de son engagement dans l'aménagement durable du territoire d'East Broughton. Au-delà des bénéfices attendus de ce projet pour l'avancement des connaissances sur la restauration des sites miniers, ce sont les communautés locales qui bénéficieront de l'atténuation des impacts de l'amiante sur notre environnement. Je suis particulièrement fière de pouvoir dire que la région de Chaudière-Appalaches fait office de figure de proue avec ce projet-là. Nous pouvons faire face aux enjeux apportés par l'industrie minière du passé et mettre en place des solutions porteuses pour l'avenir. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. On va parler de restauration de sites miniers avec la députée Isabelle Lecourt. On avait annoncé un appel de projet, c'était il y a quelques mois, en mars. Et là, c'est la suite, là? Oui, donc là, on annonce que les Sables-Limag obtiennent une aide financière maximale de 6 millions, échelonnée sur 2 ans, pour faire la caractérisation du site minier Frontenac à East Broughton. Ça va commencer quand exactement, les travaux? C'est supposé commencer cet hiver et se terminer en 2025. Okay. Pour les Sables-Limag, on a Claude Gosselin et Benoît Piouz avec nous. Qu'est-ce qui va être fait exactement? C'est quoi quand on parle de caractérisation? C'est quoi ça? La caractérisation, en fait, c'est de faire des recherches pour voir qu'est-ce qu'il y en est au niveau de non seulement le site ou la halle minière en tant que telle, mais tout ce qui est dans l'environnement immédiat de la halle pour voir comment on peut justement faire une restauration éventuelle du site là, afin que ça revienne un peu comme c'était dans le temps là, dans l'environnement. C'est un site un peu particulier, cette mine-là. Elle a un tunnel en dessous. Il y a un réseau d'eau qui alimente, qui vient de 3 surfaces. La dompe elle-même, l'algue, elle a plusieurs formes. Elle est en pignon, si on peut appeler ça de cette façon. Il y a une section qui est plat, puis il y a une section qui a été minée par l'ouragan, si on peut appeler ça, même Irène, qui a enlevé une grande partie de la dompe qui est devenue avec une section très à pic et que ça va être un bel endroit pour vraiment déterminer comment restaurer un site. On a à peu près tous les éléments possibles et imaginables. Puis quand ça s'est présenté, c'est quand le gouvernement nous a envoyé la demande, parce qu'on voulait, j'ai accepté immédiatement parce que depuis Irène, on était vraiment malheureux de ce site-là. On a un jeune même qui
qui a perdu la vie. Puis de le restaurer, c'est en plein centre-ville. Je pense que pour moi, c'est une des belles réalisations que je vais avoir dans ma carrière, de remettre un site à l'état naturel comme il était avant, sécuritaire pour les gens du coin, et que ça va être excellent. Mais j'ai hâte de voir comment que ça va procéder. Pour nous, ça va être notre première expérience. Les gens du ministère vont nous aider à réaliser ce projet. On va prendre l'expérience pour notre autre site qu'on a, mais c'est très bien. Le film Englobe, c'est exactement, on ne serait pas embarqué si on n'aurait pas eu quelqu'un comme Englobe avec le ministère qui vont nous aider, parce que nous, on est propriétaires, mais on n'est pas des géologues, puis on n'est pas des ingénieurs, mais on est des bons opérateurs. On est capable de travailler avec eux. J'imagine que si c'est concluant, l'objectif sera de transmettre ça sur les autres sites miniers éventuellement? Oui, mais j'imagine que c'est le ministère qui va en profiter avec le gouvernement. Nous, on avait juste une dompe qui nous appartient, c'est celle d'East Broughton. On devait se construire là en 1986, puis on s'est construit à Thetford, puis dans le temps. C'était préférable parce que la mine à Thetford opérait, puis le matériel était sec, puis l'approvisionnement était plus facile. Mais là, maintenant, l'usine est ici, on ne peut pas utiliser la dompe. C'est un site orphelin qu'on peut appeler. Là. Ça va être une bonne réalisation que le ministère, on l'apprécie beaucoup que le ministère nous ait choisi. On les remercie. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres appels d'offres ou c'est terminé? Pour la mesure 7, c'est terminé. Puis, dans le fond, le ministère veut acquérir des connaissances. C'est la première fois qu'on va faire une caractérisation dans le but de restaurer un site, un ancien site minier avec des résidus amiantés dedans. Donc, c'est important là, de faire bien les choses. C'est une première étape, la caractérisation. Il y avait 3 candidatures, donc moi, je suis très contente que ce soit les Sables Holliman qui ont remporté. Le maire de Deschambault-Grondines, Patrick Bouillet, révèle à Charles Laviolette de CJSR, sur un ton presque intimiste, la stratégie de sa municipalité pour développer un secteur écofamilial afin d'attirer les jeunes familles et favoriser l'accès à la propriété. L'important, c'est de garder nos écoles ouvertes. Ça, c'est important. Bien, nos écoles, pour les garder ouvertes, ça prend des familles. On le sent présentement plus du côté du secteur Grondines, là. Puis on a bien hâte que le développement Guilbeault, on parle de 22 unités d'habitation, avec évidemment, on va favoriser l'accès à la propriété. Là, on a toutes sortes de mesures, là, on va annoncer ça prochainement. Mais ce qu'on veut, c'est aller chercher des familles qui vont venir justement, ils vont venir garnir notre école à Grondines, puis qui vont contribuer, ces familles-là, au développement socio-économique du secteur de Grondines, puis de toute la municipalité. C'est ce qu'on souhaite. Puis en plus, on va plus loin que ça, on va installer un CPA de 37 places là, dans ce développement-là de 22 unités d'habitation. Soit dit en passant, les unités d'habitation, là, je vais dévoiler le punch un peu, c'est qu'il y a 22 unités, dont 8 qui sont de type mini-maison, pour favoriser l'accès à la propriété, pour ceux, évidemment, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter une propriété unifamiliale là, habituelle. Puis les 14 autres maisons, ça va être du zonage bigénérationnel pour l'ensemble. Alors, ça va être un secteur, on appelle ça un secteur éco-familial. C'est un petit peu ça la vibe qu'on veut y donner, avec un maintien d'un environnement très riche. On va essayer de maintenir tout le boisé qu'il y a là au maximum, il va y avoir des petits sentiers, des parcs communs, des espaces communs. Puis, évidemment, le CPE qui va être là. Alors, c'est ça, le développement Guilbeault. Et on fait ça pour justement avoir des enfants à l'école puis garder une vitalité. Dans le cas du développement Guilbeault, puisqu'on en parle, c'est un développement municipal. On va le dire tout de suite. On ne fait pas affaire avec un privé. La première raison, pour le conseil municipal, l'objectif, c'est de favoriser l'accès à la propriété. Nous, on est capable de le faire. On n'a pas de visée économique. On ne veut pas, nous, faire des profits. Là.
Puis même là, les terrains vont se vendre, puis ça va être à perte. On se le dit tout de suite, là, parce qu'il y a des aménagements à faire. Ça va nous coûter quand même assez cher là, à faire ce développement-là, avec les infrastructures là, publiques qu'on va mettre en place. C'est la principale raison. C'est d'être capable de favoriser l'accès à la propriété, donc de contrôler l'offre. Pas compliqué. Puis l'autre raison, mais en fait, il n'est pas 70, c'était aussi parce qu'on avait une vision du développement dans un secteur qui est celui de Girondine, qu'on ne veut pas dénaturer non plus. On va imposer, façon de parler, certains paramètres au niveau du bâti. On ne veut pas que se fasse n'importe quoi. Ce ne sera pas l'endroit où il va y avoir ce qu'on appelle des monster houses, là. Des grosses maisons qu'on voit dans des quartiers cossus, là, un peu partout. Ce n'est pas ça la visée. En même temps, c'est un secteur où il y aura beaucoup de services en commun. Je parlais de sentiers piétonniers, d'espaces de parcs communs, peut-être probablement aussi de jardins communautaires, de parcs, aussi une espèce de petit parc qui va servir à l'ensemble du secteur. Donc, ça va être un peu comme un petit village, dans la municipalité. C'est un petit peu le principe des poupées russes, là. Alors, si ce n'était pas la municipalité qui le faisait, ce serait très difficile à ce moment-là de le faire selon notre vision. Je le répète, notre vision, c'est un développement éco-familial. C'est ce qu'on souhaite. Et en plus, il y a un CPE, c'est pas pour rien, c'est pas désincarné, là. Le CPE est là, 37 places, 5 places poupons, un développement pour les familles d'abord. On va privilégier le bigénérationnel. C'est un petit peu ça qui est notre vision. On a mandaté la firme Option Aménagement, qui est une firme en urbanisme, qui sont très nouvelle tendance avec la façon d'aménager. Et eux, plutôt que de dire on rase tout, puis après ça on réaménage, on va travailler en fonction de ce qu'on a comme boisé, comme topographie, là, puis on va compter avec, là, on va faire avec plutôt que de tout modifier là, pour réaménager par la suite. Là. C'est intéressant. Nous, on va compter avec les milieux humides présents. Il n'y a pas présentement de milieu humide caractérisé dans le lot qui est concerné par le développement Guilbeault. Toutefois, il y en a sur tout le pourtour. Alors, il y a des zones tampons qui ont été prévues entre le lotissement et les milieux humides qui sont à l'extérieur pour justement essayer de protéger les milieux humides qui sont à l'extérieur. Ça, c'est intéressant. Puis, de toute façon, il n'est pas prévu qu'on agrandisse ce développement-là parce qu'on est à côté, encore une fois, sur la zone agricole. Et il y a en plus tous ces milieux humides qui sont très importants, là, surtout du côté nord-est, là, en allant vers la route Guilbeault, là. C'est là que sont les milieux humides. Puis il y en a également de l'autre côté. C'est vraiment blindé côté humide, là. Mais on n'y touche pas. Mais on prévoit quand même une zone tampon sur certains pourtours du lotissement, là. Ça, c'est volontaire. C'est volontaire. C'est nous, dans notre plan, qui l'a prévu avec option aménagement. On n'était pas obligé de créer la zone tampon dont on parle, qui va se trouver, dans le fond, dans certaines arrière-cours là, de plusieurs terrains là, qui seront à vendre. Là. Il y a une espèce de petite zone tampon à respecter, là, milieu humide, là, qui va être dans le fond des cours. Depuis 28 ans, c'est la table agro-touristique de Charlevoix qui fait la promotion de la Route des Saveurs, qui est un circuit touristique gourmand mettant en valeur le terroir charlevoisien. Eh bien, Lydia Duchesne de TVCO nous apprend que dorénavant, c'est Tourisme Charlevoix qui veillera à faire la promotion de la Route des Saveurs de Charlevoix. Créée en 1996, la table agro-touristique de Charlevoix était avant tout une table de concertation autour de laquelle différents acteurs du milieu se penchaient sur leurs enjeux. Une des missions de la table agro, c'était de faire une genre de promotion puis de rendre l'agrotourisme et de rendre la gastronomie un petit peu plus accessible, ne serait-ce qu'au grand public et ou même pour encourager des nouveaux producteurs à venir s'installer et tout ça. Donc, la Route des Saveurs est devenue un outil promotionnel géré par la table qui s'est illustré dans les 25 et plus dernières années. Pionnière des circuits agrotouristiques au Québec, la Route des Saveurs a répondu à un besoin de reconnaissance de la qualité des produits du terroir et est devenue un produit d'appel très fort qui fait maintenant partie de l'ADN de Charlevoix. Ce qui est le plus beau et le plus naïf là-dedans, c'est que les gens, à l'époque, en 96, n'avaient pas idée de ce qu'ils étaient en train de créer finalement. Donc, je pense que le fondement était tellement noble et pur que je pense que ces valeurs-là se sont propagées. Le succès du circuit gourmand de Charlevoix représentant une lourde charge administrative et organisationnelle, la table agro remet les rênes de la Route des Saveurs à Tourisme Charlevoix. Que c'est pas vrai que quelqu'un va venir faire
1 heure d'agro-tourisme et repartir, cette personne-là, il faut aussi l'intéresser avec le plein air, la nature, la culture, il faut les héberger. Donc, tout ça, ça s'inscrit, en fait, le tourisme gourmand s'inscrit dans toute la belle boucle qui est le tourisme charlevoisien. Donc, on juge que Tourisme Charlevoix sont les mieux équipés, les plus experts en la matière. Puis je pense que c'est vraiment un chapitre qui est magnifique qu'on est en train de tourner. Mais la table reste là pour pouvoir parler d'autres projets, pour redevenir la table de concertation qu'elle était au départ. Pour Tourisme Charlevoix, la reprise de la Route des Saveurs s'inscrit parfaitement dans le plan d'action stratégique 2023-2027. Ça fait tellement partie de l'ADN de notre destination qu'on ne peut pas passer à côté. Fait que c'est sûr que nous, Tourisme Charlevoix, déjà, tout ce qu'on fait en matière de promotion, quand je pense à des tournées de presse, on accueille de nombreux journalistes, nos campagnes publicitaires, le produit agrotourisme a déjà une place de choix. Donc déjà, Tourisme Charlevoix, il y avait un lien naturel de faire la promotion de l'agrotourisme dans la mise en valeur complète de la destination. Donc de là est l'intérêt pour nous aussi de pousser encore plus loin cette belle route-là puis de s'assurer qu'elle rayonne là, à la hauteur de ce qu'elle mérite. La transition est prévue sur 3 ans afin de prendre le temps de bien transmettre les informations et responsabilités d'une entité à l'autre. Parmi les premiers objectifs, l'image de marque sera entièrement remise au goût du jour. On a vraiment une volonté aussi de favoriser l'émaillage aussi entre les producteurs, les restaurateurs, entre les acteurs qui sont concernés dans le milieu, puis utiliser cette ADN-là qui est encore plus forte, puis je vais dire la propulser, puis ça, bien, tout en conservant aussi les acquis. On ne veut pas dénaturer la route des saveurs. On ne veut pas enlever ce qui a été fait. Il y a une histoire qui est là, qui est très forte. Il y a des acquis. Elle est reconnue, elle a une belle notoriété. Donc, l'objectif, c'est pas de prendre la route des saveurs puis de repartir sous une nouvelle formule. Peut-être revoir aussi la promesse. C'est quoi la promesse pour un producteur quand il se dit « OK, moi, j'adhère à la route des saveurs. C'est quoi la promesse que je fais aux touristes? » Fait que ça, c'est des choses qu'on va voir rapidement. Mais évidemment, tout ça va se déployer, je vais dire, à moyen et à long terme. Le tourisme gourmand génère 5 millions de dollars annuels en retombées économiques directes dans Charlevoix. Environ 30 millions supplémentaires sont générés en retombées indirectes sur les autres sphères du tourisme, comme le tourisme d'affaires ou l'événementiel. Tu sais, il y a une étude qui a été faite, puis c'est surprenant, là, mais l'offre en matière de nombre, de quantité de producteurs et d'intervenants, par rapport au Québec, Charlevoix, c'est 3 % de l'offre. C'est pas beaucoup. Puis par rapport au bruit qui est fait avec la route des saveurs, toutes les fois, moi, quelqu'un apprend ça, il dit « ça se peut pas, c'est impossible ». C'est sûr que Charlevoix, c'est 45 % c'est 50 % de l'offre. C'est étonnant, c'est seulement 3 %. Mais quand on compare avec tout le bruit qu'on fait grâce à nos intervenants en matière d'agrotourisme, c'est très, très fort. Le parc du Massif du Sud à Saint-Philémon, dans la région de Bellechasse-Etchemin, poursuit le développement de son offre d'hébergement et de ses activités. 4 saisons, nous rapporte Marie-Ève Lamonde de SEMA TV. On vous en a déjà parlé l'automne dernier. Il y a eu un investissement, un projet de plus de 450 000 $ qui a été réalisé ici. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a? Justement, on en parle avec David Letke, directeur général adjoint et communication. Bonjour, David. Bonjour, Marie-Ève. Qu'est-ce que c'est le parc du Massif du Sud exactement? Bien, le parc du Massif du Sud, c'est un parc régional, comme vous avez dit, qui est situé à Saint-Philémon, dans la belle région de Bellechasse-Etchemin. Donc, c'est un parc 4 saisons où on a plusieurs activités, des hébergements prêts à camper, des refuges, du camping aussi qui est offert à différentes clientèles, bien sûr, qui sont à la recherche d'activités en plein air. On a beaucoup d'activités aussi pour les familles. Les enfants de 12 ans et moins entrent gratuitement au parc du Massif du Sud, donc ça devient quand même des belles activités à faire durant la saison hivernale, mais aussi durant les 4 saisons qu'on connaît. Est-ce que ce sont les gens de la région qui viennent? Y a-t-il des gens de l'extérieur qui en profitent? Oui, bien, on a bien sûr des clientèles qui sont régionales, qui sont locales, qui viennent des municipalités avoisinantes. Donc, ça fait plus de 25 ans que le parc existe. Bien sûr, pour notre mission, c'est de rendre disponible notre territoire pour la population locale, mais aussi pour toute la population québécoise. Donc, depuis la pandémie, on voit aussi plusieurs marchés qui se développent. On connaît très bien le marché des gens de Montmagny, mais aussi de Lévis, de Québec. Mais depuis la pandémie, les marchés de Montréal, l'Estrie, la Mauricie, c'est des marchés qui se développent énormément chez nous. Donc, on est super content de voir que les gens sont au rendez-vous pour, bien sûr, faire du plein air au Québec, chez nous. Vous dites qu'il y a plusieurs marchés qui se développent, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de développement ici même au parc aussi.
Oui, bien depuis plusieurs années, il y a quand même plusieurs belles nouveautés au parc. Donc, on est présentement dans l'une des nouveautés. Donc, le prêt à camper Eclipse. Donc, 5 nouveaux prêts à camper qui sont tout neufs depuis la fin décembre 2023. On est très heureux de la réponse puisque c'est un prêt à camper qui est disponible, accessible pour 2 à 4 adultes ou bien une famille de 5, donc 2 adultes et 3 enfants. La réponse est très, très positive. Puis comme vous pouvez voir, bien, c'est une expérience immersive en nature. Donc, on a une forêt abondante à proximité avec une belle fenestration. Puis on est à quelques mètres seulement de tout ce qui est les pistes de ski de fond, les randonnées, les parcours de randonnée, aussi les pistes de fat bike. Donc, tout est à proximité. Et peut-être que vous l'avez vu aussi à votre arrivée, mais il y a le pavillon des jardins qui existe depuis près de 5 ans. Donc, un pavillon multifonctionnel à proximité où est-ce que les gens peuvent aller manger directement là, donc se faire à manger, mais aussi avoir accès à un bloc sanitaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais là, on parle vraiment de glamping. De glamping, oui, parce qu'on veut avoir bien sûr une belle expérience en nature. Pour l'instant, les Eclipses ne sont pas électrifiés, mais pour ceux et celles qui sont à la recherche de confort, on a aussi d'autres hébergements qui ont l'électricité. Les pods, qui sont là depuis à peu près environ depuis 2017, mais aussi les sites de camping l'été, l'hiver. Il y a de plus en plus de demandes pour du camping d'hiver. Il y a des gens qui aiment avoir une expérience rustique, comme on dit, mais avec le pavillon des jardins qui permet d'avoir vraiment... le minimum de confort. Le minimum de confort, c'est parfait. Mais comme vous l'avez dit, le glamping, c'est de plus en plus populaire. Puis on a aussi ces options-là pour la population. Vous avez dit qu'il n'était pas électrifié pour le moment? C'est ça. Il va y avoir une deuxième phase en 2024 où est-ce qu'on va électrifier tous nos Eclipses. Mais pour l'instant, ils sont vraiment... C'est du glamping un peu rustique, mais comme vous pouvez voir, on est très bien. Avec le poêle à bois dans chacune des unités, ça fait en sorte qu'on peut avoir vraiment une belle chaleur, puis aussi avoir tout le matériel pour cuisiner. Donc ça, c'est aussi une belle option qui s'offre aux personnes qui sont décrochées en nature, comme on dit. Et quelles sont les autres nouveautés? Les autres nouveautés, c'est qu'on a aussi le ski de montagne. Depuis l'an passé, on a un nouveau secteur qui s'appelle le secteur de l'Érablière. Donc, on attend que Dame Nature soit un peu plus clémente avec nous cette année pour lancer officiellement la saison. Mais on espère là, qu'au mois de janvier, on va pouvoir ouvrir officiellement nos 2 secteurs de ski de montagne, dont ce nouveau secteur de ski de montagne, l'Érablière. Ça permet aux gens qui veulent faire du ski de randonnée, donc ceux qui veulent tester, dans le fond, de l'équipement là, avec les skis avec la peau de phoque. Ça permet de justement être en nature, monter avec ses skis avec la peau de phoque et ensuite de se laisser glisser dans un territoire où est-ce qu'on est à travers la nature, à travers aussi une belle nature environnante. Donc, c'est quelque chose qu'on offre en plus de nos pistes pour multifonctionnelles qui peuvent accueillir, bien sûr, les fondeurs, les personnes qui font du ski de fond, une autre activité hivernale très, très populaire. De plus en plus, on a des gens aussi qui s'achètent des fat bikes depuis plusieurs années. Fait que ça aussi, on offre ça au Parc du Massif du Sud. Puis qu'est-ce qui est le fun? Les gens, même s'ils n'ont pas leur propre équipement, peuvent venir au parc et louer leur équipement de ski de fond pour toute la famille. Leur fat bike, aussi on a des fat bikes pour toute la famille également, puis aussi raquettes et crampons. Donc, vous avez tout en main là, pour venir essayer là, votre activité préférée au Parc du Massif du Sud. Ça fonctionne comment? Est-ce qu'il faut absolument avoir réservé un hébergement pour pouvoir venir au Parc du Massif du Sud ou on peut venir à la journée? C'est ça. Pas besoin de réserver pour un hébergement. On peut y venir pour seulement une journée. Il faut seulement débourser pour un accès quotidien. Donc, c'est 9 $ par adulte et aussi 4,50 pour les enfants de 13 ans et plus. Comme je disais tantôt, les enfants de 12 ans et moins entrent gratuitement au Parc du Massif du Sud. Donc, pour nous, c'est vraiment très important de favoriser finalement l'accès à la relève, si vous voulez. Puis, ça fait en sorte que tout le monde peut aussi choisir l'activité de leur choix une fois sur place. Puis je pense qu'on a pour tous les goûts, mais aussi, même si on n'est pas initié au plein air, on a des beaux parcours familiaux qui peuvent être faits.
Puis par la suite, pour ceux et celles qui sont vraiment des passionnés, mais on a d'autres parcours là, de plus longue haleine. Donc, pour ceux qui sont intermédiaires ou plus avancés, on a 3 sommets ici, dont notre plus populaire qui est le Mont Chocolat. Donc, par son nom, c'est quand même un parcours très prisé par les familles. Mais on a aussi une des plus belles vues du parc, c'est le parcours de la Crête des Grives. Pour tous ceux et celles qui souhaitent se lancer un petit défi pour 2024, pour la nouvelle année, je pense que la Crête des Grives permet de faire un parcours de 11,1 km, ce qui va vous donner à peu près un 4h30, 5 heures d'effort. Mais si vous arrivez tôt au parc et vous réussissez d'aller au sommet, vous allez avoir une vue 180 sur le territoire et aussi sur la forêt, puis aussi la montagne. Donc, c'est un des plus beaux points de vue. Et finalement, nous avons le plus haut sommet de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est vraiment le mont Saint-Magloire. Donc, pour tous ceux et celles qui souhaitent mettre ça à leur bucket list ou à leur liste de réalisation, si vous voulez, en 2024, le mont Saint-Magloire reste quand même le plus haut sommet de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est aussi un parcours à essayer. Puis, entre amis, en famille, en duo et même en solo, c'est des belles activités à faire. David, quand on arrive au parc du Massif du Sud, on a l'impression qu'il a été complètement remis à neuf. Les bâtiments sont absolument extraordinaires. C'est vraiment un travail là, depuis quelques années que vous faites. Oui, c'est sûr que pour nous, on a vraiment un appui aussi. C'est bien sûr, on a des très bons partenaires qui nous permettent de justement faire ces nouvelles constructions. Donc, la Caisse des Jardins de Bellechasse, Caisse des Jardins des Aides-Chemins, qui sont aussi des partenaires depuis plusieurs années, qui nous aident finalement à concrétiser ces projets-là. Il y a aussi les programmes de subvention du ministère du Tourisme, puis aussi par l'entremise des parcs régionaux du Québec, qui permettent de justement avoir des installations, avoir une partie du financement qui soit complétée de cette façon-là. C'est pour ça qu'on a des belles nouveautés. On est très heureux d'avoir ce soutien-là. Et sans oublier, bien sûr, tous les partenariats ou les partenaires locaux, régionaux, comme Tourisme Chaudière-Appalaches, Tourisme Bellechasse et Tourisme Aides-Chemins, qui nous permettent aussi de faire rayonner ces nouveautés-là, puis de nous appuyer dans ces projets de développement-là, qui sont quand même importants aussi pour toujours avoir de belles options à offrir là, à nos différentes clientèles. Alors, David, on invite les gens à venir profiter du Parc du Massif du Sud pour la saison hivernale. On va revenir pour parler du printemps et de l'été. Ça, c'est garanti parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de découvertes à faire ici sur place. Merci. Oui, puis les gens peuvent aller sur notre site web, massifdusud.com, ou nous appeler directement 418-469-2228. C'est le poste 101. Notre équipe est toujours disponible pour vous renseigner, vous conseiller si vous avez besoin de plus d'aide pour finalement finaliser votre réservation ou prévoir votre séjour. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Merci. Merci. Un sac de chips, est-ce que ça se recycle? Valérie Pinault de Télévague fait le point avec Laurent Gélina de la Régie intermunicipale de traitement des déchets de la Gaspésie. Pour vous rafraîchir la mémoire, s'il y a des matières qui vous posent problème à savoir si ça va au bac de recyclage ou non, il y a 3 mots-clés à retenir: contenant, emballage et imprimé. Posez-vous cette question lorsque vous êtes embêté avec un article à déposer dans le recyclage. Et toujours gardez en tête qu'il y a seulement le carton, papier, plastique, verre et métal qui va dans votre bac bleu. Écoutons Laurent Gélina pour la suite du reportage. Ça, le plastique, est-ce que ça se recycle? Est-ce que ça se recycle pas? Là, c'est une bonne question. Il y en a beaucoup des citoyens qui ne savent pas trop. Au centre de tri, ça fait pas si longtemps qu'on l'accepte aussi. Je pense que c'est depuis 2010 ou 2014 qu'on a commencé à accepter les sacs plastiques. Donc, il y a un truc pour savoir si ça se recycle. OK. Donc, on regarde pour tous les emballages souples comme ça. Là, j'ai plusieurs exemples ici. Le truc, c'est de voir un emballage souple. Un emballage souple par opposition à un emballage rigide qui garde sa forme. Les emballages souples, on se demande, est-ce que ça s'étire quand on enfonce le pouce? Donc là, on fait le test ici. Ça s'étire. Donc, ça s'étire assez bien avant que ça se déchire. Donc, on voit qu'il y a une bonne flexibilité. Ça veut dire que ça va au bac bleu. Même chose pour ça ici. Ça s'étire quand j'enfonce le pouce. Et sac de pain, évidemment, ça se recycle. Ça, c'est un sac de patates. Si on fait le test, on voit là, mon pouce, ça s'étire très bien. Le sac de papier de toilette, de rouleau de papier de toilette aussi, ça s'étire bien. Donc, tout ça, ça pourrait aller au bac bleu. Donc, un des trucs qu'on a donné pour les sacs, c'est d'essayer de faire un sac de sac. Donc, ce qu'on appelle
Le sac de sac, donc c'est de prendre un sac transparent, idéalement le plus transparent possible, donc qui a le moins d'écriture dessus, et ensuite de rentrer tous les sacs à l'intérieur. Donc ça, c'est un truc qui nous aide beaucoup ici au centre de tri, parce qu'au lieu de manipuler chaque sac individuellement, bien, les employés vont pouvoir juste en prendre un et mettre ça dans les sacs. Donc si on voit, bien, vous pouvez en mettre plus, hein, on voit qu'il restait de la place. Vous comprenez le principe. Là, on fait un nœud avec ça. Et puis là, les employés ici au centre de tri, bien, ils voient, ah ben, coudonc, la personne a fait un petit effort de plus, tous ces sacs. Un premier tri. Un premier tri qui est fait. Donc, nous, ça facilite beaucoup le travail de nos employés. Donc là, on parle de sacs, mais c'est aussi les emballages souples. C'est ça. Tout ce qui va s'étirer. Tous les plastiques souples. Même s'il n'y a pas le triangle. Oui, ça, les triangles, effectivement, c'est un bon point. Les triangles, ça va être pour les plastiques rigides. On va en venir un petit peu plus loin. Mais pour les plastiques souples qui ne gardent pas leur forme, bien, la question à se poser, c'est est-ce que ça s'étire? Si c'est oui, bien, on peut les mettre au bac bleu, puis idéalement, les regrouper dans un sac de sac. Si vous ne le faites pas, si vous êtes pressé, vous ne voulez pas vous donner la peine, mettez-les en vrac dans le bac. Mais pour nous, c'est un plus si vous le faites. Ensuite, là, on va prendre exemple sur les sacs qui ne s'étirent pas, les sacs et les emballages qui ne s'étirent pas. Là, on voit ici, c'est un emballage de Kit Kat. Les gens, ils se disent, ah, ben tiens, c'était en plastique. Le plastique, ça se recycle. C'est un emballage souple, hein, donc qui ne garde pas sa forme. Donc là, on va essayer d'enfoncer le pouce. On voit, j'y arrive tout simplement pas, puis ils se déchirent même. Même chose pour les sacs de raisin. Souvent, ils sont très durs, ils vont se déchirer si on essaye de les étirer. Oui, donc les sacs de raisin, la plupart du temps, ils ne se recyclent pas. Même chose pour les emballages. Je vais prendre cet exemple-ci. C'est un emballage, des fois même, il est écrit que c'est recyclable. Là, ici, il n'y a pas d'indication. Mais donc, il ne faut pas se fier sur les emballages souples, à savoir, oui, comme lui. Ça, c'est un bon exemple. Ça, c'est un emballage, il est en plastique. On se dit, ah, bien, il y a un triangle. Il y a même le triangle ici, si on voit bien. Triangle qui indique que c'est recyclable. Il est même écrit ici en arrière, il y a un petit rappel, merci de recycler. Mais malheureusement, c'est un emballage souple, hein, qui ne garde pas sa forme. Et puis donc, on ne peut pas enfoncer le pouce et l'étirer. Donc malheureusement, ça va au déchet. Donc c'est ça la règle. Il ne faut pas suivre nécessairement ce qui est écrit sur les emballages pour les plastiques souples. Donc la règle pour les plastiques souples, c'est de voir est-ce qu'ils s'étirent, est-ce qu'ils ne s'étirent pas. S'ils s'étirent, on peut les regrouper, faire un sac de sac. Maintenant, sac d'oignon. Bien, ça, c'est un cas particulier. Ça, malheureusement, il n'y a rien à faire actuellement avec les sacs d'oignons. Ça va aux déchets. Nous, on les envoie directement aux déchets aussi. Donc, c'est aussi un plastique souple, on pourrait dire. Puis, malheureusement, bien, ça ne s'étire pas. Si on essaie d'enfoncer le pouce, le filet, il n'y a rien de tout ça qui s'étire. Donc, ça va aux déchets. Les fameux sacs de chips, que ce soit les petits formats individuels ou les grands formats, on se demande toujours, je ne sais pas si vous posez la question aussi de votre côté, des fois, c'est une matière qui est moins évidente pour les citoyens. Il y en a qui se disent, c'est en plastique, ça se recycle, mais malheureusement, ça ne va pas au recyclage. C'est la même logique que les autres plastiques qui ne sont pas étirables. On se souvient, ça ne s'étire pas, il est souple, il ne s'étire pas, donc il va aux déchets. Même chose pour, il y a bien d'autres sachets aussi qui ressemblent à ça. Donc, tous ces sachets-là, puis on le voit, il y en a aussi c'est des multimatières qu'on appelle. Donc, on voit qu'il y a de l'aluminium dedans, du plastique de l'autre côté. Donc, les multimatières, généralement, ils ne se recyclent pas. Il y a pas mal juste les cartons de lait, cartons de jus, comme les Tetra Pak, qui vont se recycler. Mais sinon, les autres multimatières, malheureusement, on ne peut pas les recycler. Donc, sacs de chips, encore une fois. On a des sacs de nourriture pour chiens, pour animaux aussi. On voit même chose, hein, il y a un petit revêtement en aluminium aussi, donc c'est un multimatière. Les multimatières, malheureusement, il n'y a rien à faire avec ça. Ça va au bac à déchets. La télévision de la Matapédia a comme tradition d'organiser à chaque année un grand spectacle bénéfice qui s'intitule « Ceci n'est pas un bye-bye ». Et pour en parler, j'accueille Marc Baudouin de la TVC de la Matapédia. Marc, bonjour. Bonjour Martin, ça va bien? Oui, merci. Parlez-moi un peu de votre tradition d'organiser un spectacle annuel. Oui, bien, sous la forme d'un bye-bye qui est une revue humoristique des actualités qui se sont passées durant l'année. Oui. C'est la 4e année qu'on la connaît sous cette formule-là. Avant ça, l'activité existait, mais c'était sous forme d'un vin et fromage. Donc, il y avait des sketchs humoristiques, mais les gens venaient aussi en salle pour discuter
pour déguster des fromages et boire du vin. Et tout ça a changé suite avec la pandémie aussi. Fait qu'on on a dû adopter une édition virtuelle pour la durée de la pandémie. Maintenant que c'est terminé, on a gardé les deux versions. Donc, cette année, pour une première, on a deux versions. On a une présentation en salle et une présentation virtuelle. Donc, la présentation en salle va avoir lieu le 10 février et la présentation virtuelle le 17 février. Donc, si je comprends bien, la TVC de la Matapédia met un pied dans ce qu'on pourrait appeler la télévision payante, là, la télévision sur demande. C'est ce que vous offrez dans le cadre de ce spectacle-là? C'est une activité de financement. Fait que les gens, s'ils veulent assister au spectacle, doivent se procurer un billet. Ça, le spectacle se déroule le 10 février en direct? Oui, ça va être à la salle multifonctionnelle de Lac-aux-Saumons. Les gens se présentent en salle. Il va y avoir de l'animation et on va présenter les sketchs qui sont tournés du bye-bye. Et la semaine suivante, le 17 février, c'est en virtuel. Donc, les gens qui ne peuvent pas se déplacer la semaine d'avant ou qui sont à l'extérieur, qui veulent écouter le spectacle, achètent leur billet pour l'écouter en virtuel. La façon que ça fonctionne, c'est en achetant le billet, ils reçoivent un lien et là, ils se connectent, parce que c'est en direct, ils se connectent le soir de la présentation pour suivre le spectacle en direct. Si jamais la personne ne peut pas le 17 février l'écouter en direct, le lien, il est bon encore pour une semaine. Donc, la personne peut le réécouter le lendemain, l'autre journée. Quelqu'un qui l'écoute en direct veut le réécouter, peut le réécouter. Ils ont une semaine là, pour utiliser le lien. Et ça se déroule sur la plateforme lepointdevente.com, c'est bien ça? L'achat du billet, oui. L'achat du billet, vous allez sur lepointdevente.com, /billet, / ceci n'est pas un bye-bye 2023. Et là, vous choisissez. On a plusieurs options. Donc, achat d'un billet. C'est sûr que les gens peuvent acheter un billet pour l'écouter à plusieurs. Il y a des billets VIP. Il y en a qui peuvent en profiter pour devenir membre de la TVC en même temps. Donc, le billet est un petit peu plus cher, mais ils achètent leur carte de membre en même temps. Il y a plusieurs options où c'est que les gens peuvent voir sur le point de vente quand ils vont sur le site. Marc, parlez-moi maintenant du spectacle. Est-ce que j'ai bien entendu que c'était des sketchs que vous étiez en train d'enregistrer et puis que vous allez présenter? Ça prend vraiment la forme d'un bye-bye, ce que vous faites, là. C'est vraiment la forme du scénario de tout ça, là. C'est vraiment la forme d'un bye-bye comme on connaît le bye-bye à Radio-Canada le 31 décembre. On parodie des situations qui sont arrivées durant l'année. Dans votre région? Oui. Mais ça peut être quand même des sujets qui sont plus larges, là, qui peuvent déborder. Mais c'est sûr que nous, on l'apporte à une saveur matapédienne pour, justement, vu qu'on est quand même une télévision locale, donc on apporte une saveur matapédienne à ces événements-là. Mais je veux dire, on voit des quelqu'un qui est pas de la là. Matapédia peut comprendre, oui. Oui, on voit des extraits. Là. Vous êtes nombreux à contribuer à la réalisation de ce spectacle-là. Est-ce que je comprends également que vous êtes en tournage actuellement? Oui, on est en train de tourner les sketchs qui vont être diffusés dans le bye-bye. Et il y a beaucoup de gens qui s'impliquent. C'est quand même un événement qui est connu dans la Matapédia. Et à chaque année, il y a des gens qui nous disent « Hey, avez-vous besoin de figurants? Avez-vous besoin de personnes? On veut participer. » Les gens veulent participer au bye-bye. Donc, oui, il y a beaucoup de gens qui participent, qui sont inclus, qu'on voit apparaître dans les sketchs. C'est vraiment formidable. Les gens embarquent. C'est un show c'est un spectacle qui est apprécié, qui est attendu. D'année en année, il y a de plus en plus de monde qui nous écoute. Et le fait qu'on est maintenant en virtuel, il y a des gens d'un peu partout au Québec qui nous écoutent. Là. Dans toutes les régions, ça va jusqu'à Montréal, il y a des gens qui nous écoutent de partout. Donc, c'est pour vous cette année, c'est une première expérience de le faire à la fois en direct et à la fois en virtuel. C'est quoi vos attentes là, par rapport au nombre de participants que vous voulez avoir? D'abord, la salle, le spectacle là, qui va se dérouler le 10 février, se fait en direct à quel endroit? Puis il y a combien de personnes qui peuvent y participer? C'est à la salle multifonctionnelle de Lac-aux-Saumons, dans la municipalité de Lac-aux-Saumons. Oui. Et la salle, si je me souviens bien, c'est environ 200 places qu'il y a de disponibles là, pour assister au spectacle. Et puis, bien évidemment, là, c'est ouvert au grand public pour les présentations en virtuel. Oui. Est-ce que ce sera le même spectacle? Est-ce que le 10 février, on enregistre ce spectacle qu'on voit le 17? Comment ça va fonctionner? C'est les mêmes sketchs. C'est l'animation entre les sketchs qui vont être variés. La façon que ça fonctionne, le bye-bye, c'est qu'il y a des blocs de sketch. On présente un bloc de sketch, il y a de l'animation, on présente un autre bloc de sketch, il y a de l'animation. Donc,
C'est l'animation entre les blocs de sketch qui va être différente en salle qu'en virtuel, bien entendu, parce qu'avec du public, pas de public, l'animation va se faire différemment, mais les sketchs qui sont présentés seront les mêmes. Alors, Marc Baudouin, merci pour ces explications. On vous souhaite un bon tournage, puis on espère qu'il y a des auditeurs également qui vont venir vous rejoindre pour l'édition virtuelle. Puis vous Oui, ben, on invite beaucoup. tout le monde. Puis même si vous n'êtes pas de la Matapédia, c'est quand même des sujets qui touchent tout le Québec, tout ce qui se sont passés en 2023, donc ils sont capables de comprendre. Fait qu'on invite tout le monde à venir nous écouter puis avoir du plaisir. C'est plaisir garanti. Même nous, on rit en le faisant. Bien, Marc Baudouin, je vous remercie pour cette entrevue. Au plaisir. Merci. Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé nous présente des sauceurs qui ont fait toute une saucette le 9 décembre dernier au profit de la Fondation Enfant Soleil. La saucette au profit de l'opération Enfant Soleil s'est déroulée lors d'une belle journée clémente où plus de 130 personnes ont bravé l'eau froide de Percé pour ramasser des fonds. Le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr, et le préfet de Rocher-Percé, Samuel Parisé, faisaient partie de ces braves pour qui la cause et le plaisir sont importants en cette journée spéciale. On vous a vu sauter quand même et même être pris dans les bras par quelqu'un. Oui, c'est un petit défi qu'on s'avait lancé l'année passée. Il m'avait sauté des bras, puis là, cette année, j'avais dit, j'espère que vos bonnes sorties, mais il y a des capables. Ça n'a pas fait trop mal quand ça tombé? Non, écoutez, l'adrénaline est là, donc on est chanceux, une belle journée, une belle activité. On est bien contents. On a ramassé de l'argent. On participe à la cause, puis Denis Baudin, tantôt, a annoncé le spectacle des deux frères au mois d'avril, donc les billets vont être en vente. Un beau cadeau de temps de fête, puis tous les profits vont être mis en Enfant Soleil. Ben Jonca aussi, hein? C'est ça, le groupe, la première partie avec le Ben Jonca. Une belle cause, monsieur le préfet? Oui, effectivement. Donc, c'est ma première année. Donc, vraiment satisfait de pouvoir faire partie de cette belle équipe-là. C'est une équipe qui est soudée, qui a beaucoup ramassé de sous, qui est vraiment l'équipe régionale de la team à Coco. Donc, lui, ce matin, il dit que c'était sa propre saucette. Oui. Donc, Pas trop froid de l'eau? non. Moi, je me dis que c'est pire que notre enfant peut recevoir un diagnostic quelconque. Fait que 30 secondes dans l'eau froide, je pense que c'est rien comparé à ça. Merci beaucoup. Jonathan Gendron, président-directeur général d'Opération Enfant Soleil, était très content de sa première expérience et impressionné de l'importance qu'a la saucette pour la communauté. Allez, ma première saucette à Percé, je suis très heureux de l'avoir fait. Ça paraît pire que c'est, en fait. C'était pas si froid que ça. Puis en plus, au soleil, aujourd'hui, on a un super beau soleil, ils vendent pas trop. Mais ce que j'ai ressenti surtout quand je l'ai fait, c'est vraiment la chaleur de tout le monde qui était là aujourd'hui pour nous encourager. Ça m'a vraiment donné plein de courage pour le faire. Puis ça m'a paru pas très long. En fait, ça a passé super vite. Donc, je suis très heureux de l'avoir fait. Bien, c'est beaucoup plus gros que je pensais, en fait. C'est de constater que, oui, il y a les 130 participants qui ont fait la campagne, qui sont ici pour se saucer, mais il y a plein de gens de la communauté de la Gaspésie qui sont ici pour les encourager. Puis je trouve ça vraiment beau, je trouve ça inspirant. Bref, je repars d'ici vraiment touché par ce geste-là, très rassembleur. Puis je vais essayer le plus possible de partager ça à travers à toute mon équipe, là, de ce que j'ai vu aujourd'hui, de leur témoigner de ce beau mouvement communautaire-là. Ouais. Nous avons également recueilli d'autres commentaires. Alors, on est ici pour une belle cause? Oui, absolument. Alors, vous craignez pas le froid, vous? Oui. On est les crevettes de Matane. On a ramassé 1200 $. Ah oui? Audrey, dans la même équipe que Geneviève, puis on est un petit peu naïfs. On sait pas ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on le fait. Vous craignez pas l'eau froide, vous? Ben oui, un peu. On vainc ses peurs. C'est important pour la communauté de Percé, cet événement-là. Fait que moi, depuis que je suis ici, je suis une baigneuse en eau froide, moi. OK, d'accord. Alors, ça me fait plaisir de faire ça. Puis on fait tout notre petit bout pour ramasser de l'argent pour cette cause-là. Puis ça me tient à cœur. Êtes-vous surpris par avoir tant de monde ici? Non, parce que c'est un événement, c'est très ludique comme idée de se jeter dans la mer en plein hiver. Et puis ça, c'est sûr que il y a un aspect défi personnel pour chacun de faire ça. Il y a quelque chose d'épeurant, mais une fois dans l'eau, la sensation de bien-être est incroyable. Donc, ça aide. Il y a quelque chose de fédérateur quand même.
Absolument. Puis là, toutes les équipes, tout le monde, il y a les crinqués, le son crinqué. Nous, on est les solos. On est plus le monde un peu plus low profile. Là. On est une dizaine de personnes. Puis on est tous un peu, il y a les crevettes de Matane, 2 filles. On est tous disparates, c'est ça. Éclectique. Merci beaucoup. Bien, moi, je suis enchantée de venir, puis je félicite tout le monde qui participe, puis tous ceux qui veulent donner, bien, ils viennent donner. Dites-moi, est-ce que ça vous impressionne les gens qui sautent à l'eau comme ça? Oui, parce qu'on a des frissons chaque fois que les gens ils sautent à l'eau. Nous, on ne pourra pas le faire, mais des gens qui sont courageux. Marie-Ève Trudel-Vibert, cofondatrice de la Saucette, dresse un bilan positif de cette 12e édition. Bien, ça a été, écoute, on est super contents. Là. Ça a été une super belle édition pour la 12e. Les sauceurs étaient au rendez-vous, ils étaient passionnés. On l'a vu dans leur... quand vient le moment de poser le geste, parce qu'après une campagne de 39 jours, ce qu'on attend, c'est de voir leur spectacle, de voir leur geste. Puis je trouve cette année qu'ils se sont vraiment investis dans leurs gestes. La météo était de notre côté, ça aide, mais il faut dire que du côté des sauceurs, l'eau était quand même presque à 3 degrés. C'était sensiblement la température ambiante à l'extérieur. C'était super agréable pour le public, mais pour les sauceurs, ça demeure très froid parce qu'il n'y a pas beaucoup de contraste là, entre la température de l'air et celle de l'eau. Mais cette année, je trouve qu'ils se sont dépassés. Sur le coup, sur la plage, je me disais, ben là, ça n'a pas de bon sens, ça a l'air bien trop facile. Je me suis fait cette réflexion-là, mais là, après, les jours passent, puis je me dis, non, les habitués, ils se sont dépassés. Ils ont attendu plus longtemps dans l'eau, que ce soit là, en ligne droite, en se serrant très fort ou en faisant une petite nage. On en a eu pour tout l'argent qui a été récolté finalement. Donc, ça s'est super bien déroulé. Là. Je sentais... On dirait cette année, je chantais nos 12 années derrière nous. Là. Puis on a tellement de sauceurs qui sont là depuis le début que ça paraît, je trouve, quand vient le temps de déferler là, avec les vagues puis d'entraîner les nouvelles recrues. Il y a moins eu de surprises, de petits chocs cette année. On dirait que les recrues étaient bien entourées puis ça donnait quelque chose de beau. Là. On est super contents de notre édition. Par la recrue, on en a eu des tout jeunes cette année parmi les sauceurs. Oui, moi, la journée même, il faut dire que je suis sur l'adrénaline. J'en oublie des petits bouts, j'en oublie des visages qui étaient là. Mais là, je regarde les photos depuis hier. Puis, effectivement, il y a plein d'enfants qui se sont saucés. Nous, vous savez, on met la barre à 8 ans pour se saucer. Mais même si on l'annonce, il y a peu d'enfants. Je comprends. Mais là, cette année, il y a beaucoup plus d'enfants. Puis, c'est beau de voir ça, des enfants qui se saucent parce que c'est pour les enfants malades qu'on le fait. Et là, de voir des enfants en santé qui posent le même geste que les adultes, c'est super beau. Puis ils sont super... Là, on voit qu'ils ont froid parce que c'est des petits corps là, qu'il faut réchauffer rapidement. Mais c'est le fun. J'aimerais ça qu'il y ait plus d'enfants dans les années à venir. Combien de sauceurs on a eu cette année? Cette année, on était à 131. C'est certain que la journée même, il en manquait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de Russes qui courent. Là. Il manquait au moins une trentaine de participants, mais je les salue d'ailleurs. Ils nous ont tous écrit pour nous dire ce qu'ils vivaient. Ils ont fait campagne, se sont engagés. Donc, nous, on est super reconnaissants envers chaque personne là, qui a fait leur possible pour ramasser des sous pour la cause. Donc, en date de la Saucette, vous avez amassé combien? Le jour de la Saucette, en après-midi, on a fait un live Facebook, puis on a annoncé un montant de 109 000. Là, aujourd'hui, on est rendu à 111 545,45. Donc, les sous continuent de rentrer. Puis d'ailleurs, la plateforme, elle demeure active, là, elle reste en ligne jusqu'après les fêtes. Là, on n'est pas pressé. Janvier, début février, on va la fermer. Donc, c'est toujours possible. Il y a plein de gens qui nous écrivent, qui veulent faire des dons. Tu sais, il y a aussi la période des fêtes qui s'en vient, puis les sauceurs aussi, ils ont plein d'autres contacts à solliciter. Donc, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Et le directeur d'opération Enfants Soleil était sur place aussi avec 2 membres de son équipe pour participer à la Saucette cette année, en plus. Oui, il était 4 au début dans l'équipe. Là. Il y a une des conseillères qui n'a pas pu descendre. Quand je parle de virus, là, ça a fait pas mal tout le monde. Oui, ils étaient présents, puis ils ont vraiment aimé leur expérience.
sais, on se met à leur place, là, ils arrivent à percer, c'est une température printanière, il y a des beaux restos d'ouvert, tu sais, fait qu'eux, là, ils sont sous le charme du village, surtout de la solidarité des gens. Ils ont eu le plaisir de parler à beaucoup de sauceurs, mais aussi à beaucoup de gens du public qui sont venus nous voir. Fait qu'ils sont vraiment contents, puis ils veulent que ça soit une tradition. On a eu des présences là, d'Opération Enfant Soleil par les années passées, 2 années. Consécutives. Dans le fond, nous, on est rattachés à Opération Enfant Soleil à une conseillère là-bas qui s'occupe, qui chapeaute chaque partenariat. Puis nous, on est un partenaire, la Saucette. Puis cette personne-là, par le passé, elle est descendue 2 fois là, se baigner. Mais là, cette année, ça a été particulier. Ils ont vraiment aimé ça. Puis ils se sont dit que chaque année, ils commencent une tradition. Là. Ils vont venir se saucer. Chaque année, on va avoir l'équipe Opération Enfant Soleil. Mais peut-être qu'ils vont permettre aux autres employés de l'organisme là, de descendre, là, parce que là, ils vont faire des jaloux. Ça ne peut pas toujours être les mêmes. Mais ouais, c'est le début de quelque chose là, avec eux. Fait que c'est vraiment plaisant. Puis je trouve, moi, ça ajoute de la crédibilité. Puis on n'arrête pas de vendre le fait que de donner, c'est concret. Puis leur présence, pour moi, ça concrétise aussi d'abord notre partenariat, mais notre dévouement envers la cause. Puis eux, ils ont les mots, puis ils ont tout le contenu pour nous parler d'Opération Enfant Soleil, puis à quoi ça sert. Donc, je trouve que c'est important qu'on soit encore plus serré. Ben, c'est ça que la plateforme reste en ligne. Les dons, on fait ça pour les dons, hein? Donc pour s'amuser aussi, mais pour ramasser des sous pour la cause. Donc, que la plateforme est ouverte, que si vous avez fait votre don, vous pouvez partager aussi aux autres la bonne nouvelle, que vous pouvez télécharger. Je pense que c'est une publication qu'on a d'épinglée sur notre page, là, mais télécharger la chanson officielle de la Saucette. Qu'on a coécrite avec Benny Jones. Ce serait le fun que vous l'écoutiez puis qu'elle fasse partie de votre playlist numérique. Donc, ça aussi, ce serait à partager puis à consommer dans le fond. Et puis, ben, je vous remercie. Je vous remercie. Merci à tous les médias puis merci à tout le monde de donner puis d'être présent la journée même pour la Saucette chaque année. Les 3 équipes qui ont amassé le plus d'argent sont les suivantes. L'équipe solo avec 10 680 $, l'équipe des Crinqués du Grand Gaspé avec 30 427 $, et enfin les Fireballs de Saint-Grenit avec 31 119 $. C'était Jean-Denis Laparrière à Percé. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. On espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à la prochaine.